Bonjour à toutes et tous, donc Marc Martinez, président de la DBU. Et je tenais absolument à être présent avec vous cet après-midi pour vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire de 2 heures, cette réunion en ligne, et pour avant tout remercier toutes les intervenantes et les intervenants que nous aurons cet après-midi. Je voulais également remercier notre hôte, Cécile Zviatek, qui s'est présentée, et celle qui a œuvré en coulisses pour que tout se déroule bien du point de vue technique, Sophie Valade, notre déléguée générale. Pourquoi tenir ce webinaire? L'initiative, elle vient clairement des forces vives qui sont à l'œuvre dans les BU sur les questions d'open education et de ressources éducatives libres. Il nous a semblé important à la DBU de placer ou de replacer ou de redire la place, en tout cas, des BU dans le dispositif d'ensemble de l'open education, et qu'il s'agisse notamment, mais pas seulement, de l'indexation et du signalement de ces ressources éducatives libres. Voilà, c'est dans ce contexte-là très général pour montrer tout ce qui se fait, toutes les contributions que peuvent apporter les BU à ce mouvement, que ce webinaire a lieu, et c'est un premier pas, un premier point de coalescence pour que ces questions prennent vraiment corps au sein des bibliothèques universitaires. Voilà, je n'en dis pas plus puisque le temps nous est compté. Il s'agit d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc à toutes et tous, je souhaite une fructueuse et intéressante après-midi. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis Hélène Baroglou de l'UNESCO et je vais vous parler de la recommandation sur les ressources éducatives libres qui a été adoptée par les États membres en 2019, juste avant Covid. Il y a beaucoup de gens, je suis sûre que vous saviez, mais ce que c'est l'UNESCO, mais je vais juste le dire vite fait. Nous sommes une agence des Nations Unies, on est basé à Paris et nous avons des bureaux sur le terrain dans 50 pays, dans presque toutes les régions du monde, toutes les régions du monde. L'UNESCO a été établi en 1945, donc c'est une organisation qui a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale de l'ONU et nous avons 193 pays, États membres, et nous travaillons à peu près partout sur Terre, sauf en Antarctique. Et voilà. Et nous avons 2 engagements et je voudrais juste vous tirer l'attention sur ces 2 engagements. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et particulièrement l'article 19, le droit de recevoir, répondre des informations et des idées par tout moyen et sans considération des frontières. C'est article 19 et bien sûr article 26, droit à l'éducation. Et l'engagement constitutionnel de l'UNESCO en faveur du libre-échange des idées et des connaissances qui soutient le partage des connaissances à travers des technologies. Je voudrais juste vous rappeler que ces engagements, ces textes étaient écrits dans les années 40. Et il n'y avait pas d'Internet à l'époque, il n'y avait pas de ressources éducatives libres, tout ça, c'était dans le futur. Donc, c'était des concepts qui voyaient très bien en avance de ce qui pourrait arriver et qui sont toujours de jour aujourd'hui. Nous avons, donc je vais vous parler aujourd'hui de la recommandation de l'UNESCO et qu'est-ce que c'est. En fait, une recommandation, c'est une des 3 types d'instruments normatifs de l'UNESCO, dont il y a les déclarations et les conventions. Une recommandation fournit aux États membres des recommandations dans le sens sémantique du mot. C'est recommande, ça suggère aux États membres de prendre certaines actions dans un domaine précis. Même si grammatiquement, recommandation n'est pas très fort, si vous voulez, comme mot, mais en fait, c'est très important parce que ça veut dire que ce sujet fait parmi
une partie importante de la vocabulaire des pays parce qu'ils devraient faire des rapports à l'UNESCO chaque 4 ans pour expliquer ce qu'ils ont fait et ces discussions se feront au niveau politique. Donc, c'est un instrument très important. Vous voyez sous l'écran qu'il y a beaucoup de petites boîtes et puis il y a 2 petites boîtes qui ont de l'or autour. Toutes ces boîtes représentent toutes les discussions intergouvernementales avec les pays qui ont eu lieu. Et ceux qui sont en rose sont des discussions où c'était au niveau expert. Et vous avez, je pense qu'il y avait peut-être des collègues qui étaient en Slovénie pour le 2e congrès mondial et aussi peut-être des collègues qui ont participé aux différentes discussions en Hongrie, au conseil exécutif qui est où ils ont discuté les pays membres, 40 pays membres qui font partie du conseil exécutif ont discuté 2 fois. Et les 39, 40, c'est la conférence générale. Ça veut dire que 193 pays ont discuté l'importance et le texte de la recommandation. La dernière petite boîte signifie que 193 pays ont été d'accord. Nous prenons des décisions par consensus, ça veut dire que tout le monde est d'accord et tout le monde était d'accord pour que cette recommandation sera adoptée. Cette partie-là, c'est la réunion de catégorie 2 et ça, c'était une réunion dans laquelle les États membres étaient invités à nommer une représentante qui parlera à leur nom sur le texte de ce document. Et donc, quand ils ont fait ça, ça veut dire que nous avons discuté chaque mot, chaque virgule, chaque point de ce texte. Et nous avons aussi invité les observateurs, c'est-à-dire les ONG qui étaient très impliqués dans cette question à ce réunion. Et pendant ce temps-là, nous avons eu la participation des bibliothèques à cette réunion. Et donc, ce texte dont on a discuté jusqu'aux dernières virgules était adopté par les 193 pays. À quoi ressemble ce document? Si vous voulez le voir, il faut aller sur Google. Je sais que c'est peut-être un peu drôle, mais c'est la façon la plus vite de le trouver. C'est texte normatif. Et vous tapez recommandations sur les ressources éducatives libres et vous l'auriez. C'est dans les 6 langues de l'ONU, ici, et en français ici sur l'écran. Là, à droite de l'écran, vous allez voir un texte que vous aurez du mal à lire. Et c'est fait exprès. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir combien de recommandations ont eu lieu, ont été adoptées depuis 1989. Il y en a une douzaine. Mais c'est pour montrer, en fait, que les recommandations, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est un instrument qui a du poids. Et c'est la première fois qu'il y a un instrument sur quelque chose qui touche à l'éducation et l'éthique aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une définition. Et la définition est ici, et cette définition était longuement discutée. Et il y a eu un consensus avec tous les pays et les associations sur cette définition. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous sommes en mars 2021 et nous sommes dans le monde de COVID. Et il y a eu beaucoup de discussions sur les ressources qui sont libres. Mais en fait, une ressource éducative libre n'est pas juste libre à utiliser, c'est libre. Ça veut dire qu'il y a une licence ouverte. Et c'est vraiment la définition de licence ouverte ici. Et il y a la définition ici. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est les parties prenantes. Vous allez voir cette énorme liste et c'est très important que cette liste soit aussi longue parce que en fait, les ressources éducatives libres touchent à beaucoup de parties prenantes et dans cette liste, vous allez voir que les bibliothèques et les archives sont
sont nommées ici comme des institutions culturelles. Et c'est très important parce que ce n'est pas une recommandation qui touche uniquement le monde éducatif, si vous voulez, les éducateurs, les établissements d'enseignement, etc. Mais c'est une recommandation qui touche tout ce qui touche les données et l'information et le partage de connaissances. Après, qu'est-ce qu'il y a dans cette recommandation? Il y a 5 parties dans la recommandation. La première partie, c'est la première chose que les gens ont souligné, c'est que les ressources éducatives c'est une bonne idée, c'est super, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal pour créer l'accès, l'utiliser, adapter, redistribuer les ressources éducatives. Et donc, il est important d'avoir des actions qui touchent à ce polémique. Deuxièmement, développer des politiques de soutien. Troisièmement, garantir un accès inclusif et équitable à des ressources éducatives libres de qualité. Ça, il y a beaucoup de mots-clés. Là, on parle d'assurer que les groupes vulnérables ont accès aux connaissances, aux ressources éducatives libres, et aussi les questions d'accès pour les personnes handicapées, et aussi questions sur l'assurance qualité qui est chère au cœur de beaucoup de monde. Ensuite, le quatrième, c'est les modèles de durabilité. Comment faire si nous avons des ressources qui sont distribuées gratuitement en principe? Comment on fait pour assurer qu'il y a une durabilité. Cinquième, c'est de faciliter la coopération internationale. C'est un petit peu d'assurer la collaboration entre régions et entre parties prenantes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé la coalition dynamique en mars 2020, il y a un an. Et c'est un mécanisme de soutien à la mise en œuvre de la recommandation. C'est pour création et le maintien des réseaux et des pairs, des communautés de pratique et d'identifier des mécanismes de sensibilisation et de partenariat. Les sortes d'activités qui sont mises en route, c'est appui au renforcement des capacités régionales, production d'outils de renforcement de capacités, identification et exploitation des synergies et favoriser les communications sur et entre les initiatives. Ensuite, comment est-ce que, particulièrement aux bibliothèques, dans la recommandation, j'ai essayé de sortir certaines recommandations qui peuvent être peut-être intéressantes pour les bibliothèques. Je ne vais pas vous lire tout le document, mais en gros, pour le renforcement de capacité, je crois que les bibliothèques ont une place très importante pour sensibiliser aux avantages des ressources éducatives libres, la culture du numérique, mettre à disposition des ressources pour que les gens comprennent les points sur le droit de l'auteur et les licences libres. Ensuite, pour développer des politiques de soutien, les communautés de pratique, des réseaux d'experts, pour accès inclusif et équitable, garantir l'accès réel qui répond mieux aux besoins des apprenants cibles. Vous êtes un petit peu vous avez les moyens d'ouvrir les portes vers ça avec ce que vous faites et je pense qu'il est très important. Souvent, les discussions se font avec les institutions éducatives et ça, c'est toujours enrichissant. Mais les bibliothèques ont une importance qui n'est pas négligeable dans cet écosystème et ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion sur le texte de cette recommandation, c'était l'intervention des bibliothèques qui a vraiment ouvert les yeux à tout le monde à un concept qui était pas vraiment aussi bien discuté avant, c'était l'importance de data et la sécurité digitale et tout ce qui touche à la sécurité et l'utilisation des données. Et je crois que peut-être je demanderai à Cécile ou aux autres collègues d'expliquer un petit peu pourquoi, mais c'était un point que en mai 2019, on n'a
parlait pas beaucoup de ce sujet, mais aujourd'hui, en mars 2021, nous comprenons, surtout avec tous les changements qui ont eu lieu dans le monde digital, si vous voulez, depuis le commencement de pandémie, c'est une question très importante et c'est grâce aux bibliothèques que cette question était déjà dans la discussion et dans le texte de cet outil. Donc, j'espère que je suis à votre disposition pour discuter comment nous pouvons travailler ensemble, comment on peut peut-être trouver des moyens dans la cohésion dynamique de mettre en avant les atouts des bibliothèques et le travail que vous faites. Mais c'est très, très important. J'ai mis sur cette diapositive quelques idées des choses, mais peut-être vous saurez mieux. Voilà. La dernière chose que j'ai à dire, c'était un appel à une action commune. C'était fait en avril 2020 et c'était suite aux problèmes qui se sont manifestés dans le milieu éducatif à cause de la pandémie. Et ce qui est intéressant sur ce texte, c'est l'idée qu'il faut prendre cette crise, ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on puisse trouver une moyenne de mettre les bases pour l'intégration systématique des meilleures pratiques et l'utilisation des REL pour le partage des connaissances pour le futur et pour le présent. Et ça, c'est quelque chose, c'est une période très difficile et c'est une période très triste quelque part dans le monde entier, mais nous devrons trouver quelque chose pour assurer qu'il y a des bonnes leçons qui sont prises et que nous avons des bonnes bases pour la suite. Et pour ça, je crois que la ressource éducative libre est vraiment une opportunité et j'espère qu'en communauté mondiale, nous pourrions vraiment saisir cette opportunité et je pense que les bibliothèques ont vraiment un rôle important à montrer le chemin avec d'autres partenaires. Donc, je vous remercie. Vous avez mon email et voilà.